Je m'appelle Camille Labro et je suis journaliste culinaire et fondatrice de l'association L'École Comestible qui a pour mission d'éduquer les enfants à une alimentation saine et durable. L'école comestible, souvent les enfants appellent ça, nous demandent est-ce que c'est une école qui se mange? Donc on leur répond quelque part oui. Moi j'ai toujours aimé écrire et créer et inventer. J'ai commencé il y a un certain temps maintenant dans le journalisme. Ça fait 25 ans que je suis journaliste et aujourd'hui vraiment j'écris encore, beaucoup moins vu mon activité associative, mais j'ai encore une petite chronique dans le magazine du Monde hebdomadaire autour de l'alimentation. Donc vraiment mon sujet, mon obsession même, c'est l'alimentation, mais dans toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois l'agriculture, la nutrition, les produits, l'équilibre et toute la chaîne alimentaire. Et c'est ce qui m'a amené à créer l'association plus tard. Alors l'école comestible est née en 2019, juste avant l'épidémie du Covid, presque un peu par agrégation de toutes mes idées, et d'un besoin grandissant à la fois de faire des choses qui avaient du sens, d'un sentiment d'urgence, que c'était vraiment urgent de remettre une bonne alimentation au centre du débat. Et puis d'un sens de la responsabilité, en me rendant compte que c'était un peu à moi de le faire. Donc j'ai lancé un appel à toute ma communauté sur les réseaux, etc. en disant j'ai envie de lancer l'école comestible sur l'inspiration d'un modèle préexistant aux États-Unis qui s'appelle les Edible Schoolyard, monté en Californie par la chef Alice Waters il y a 30 ans. Mais c'est un jardin dans une école et mon idée c'était de faire ça mais partout. Et étonnamment, la réponse a été massive. J'ai eu 200, 300 réponses en quelques jours sur tous les réseaux. Je me suis dit, voilà, c'est l'heure de cette idée. Il faut donc la lancer. Donc on a lancé l'asso. Alors c'est une question difficile de savoir où on en est dans un projet. Ça fait donc 5 ans que l'asso a été lancée. Au démarrage, on était 4 personnes à fonder le bureau de l'asso. Aujourd'hui, il y a 7 salariés, ce qui est déjà une grande fierté pour moi d'avoir cette équipe formidable à nos côtés. On a un CA, mode classique de l'asso. Et l'activité de l'école comestible a lieu dans 7 régions différentes en France. Donc on a essaimé assez rapidement, notamment à Aix-Marseille qui est notre plus grosse antenne et qui a commencé dès 2021, au bout de 2 ans de l'existence de l'asso, assez vraiment rapidement. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 3000 ateliers réalisés, 150 écoles et plus de 20 000 enfants sensibilisés à une bonne alimentation. Alors les perspectives, elles bougent tout le temps. Aujourd'hui, on a vraiment un petit peu recadré nos priorités vers les enseignants parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant de faire des enseignants et des équipes éducatives nos partenaires plutôt que d'être en mode prestataire. On fait un petit peu de divertissement culinaire plutôt que de l'accompagnement vers un sujet qui nous semble fondamental. Donc je dirais c'est former des enseignants tout en continuant à faire des activités auprès des enfants évidemment. Donc nos objectifs, on va dire, d'ici 3 ans, idéalement, ce serait d'avoir formé au moins 10 000 enseignants, d'être dans 2000 écoles, 2-3 000 écoles, et ça voudrait dire 25 000 enfants encore, peut-être plus, 50 000 enfants. Mais l'objectif, il est bien au-delà. On ne cesse de se développer et l'idée, c'est vraiment d'essayer de toucher le maximum d'enfants, surtout en quartier prioritaire. Le problème, il est au carrefour de toutes
tous les enjeux modernes. On est dans une urgence climatique. Il y a le dérèglement climatique est en partie causé par la manière dont on s'alimente aujourd'hui, hein, de la terre à l'assiette. Donc toute la chaîne alimentaire, ça représente plus d'un quart de notre empreinte carbone. C'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu économique et c'est un enjeu social parce qu'il y a une vraie fracture alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes les plus démunies mangent aussi le plus mal. Donc notre solution à nous, c'est vraiment d'essayer d'aller au démarrage, là où l'individu est encore ouvert à toutes les possibilités et toutes sortes de propositions, c'est-à-dire l'enfant, et d'aller dans le cadre le plus démocratique et le plus large qui soit, c'est-à-dire l'école. Donc on veut vraiment aller au démarrage de l'apprentissage et non pas forcément de faire de l'alimentation un apprentissage fondamental au même titre que les maths ou le français, mais d'en faire un apprentissage transversal qui est utile en fait pour apprendre tout le reste. Parce que l'alimentation pour nous c'est vraiment cet outil qui permet d'aborder à la fois l'histoire géo en parlant de la provenance des légumes, d'aborder l'art, d'aborder les compétences psychosociales aussi, d'aborder l'entente du collectif, d'un collectif, de parler langue, de parler culture d'ailleurs, de parler de tolérance aussi. Et donc c'est vraiment un outil et ce faisant, en travaillant sur toutes ces thématiques, l'enfant aussi, de fortiori, apprend à bien manger, à manger équilibré, à manger plus de végétal, ce qui est un peu notre dada, c'est de vraiment essayer de faire manger plus de légumes aux enfants. Okay. Pas une mince affaire. Pas une mince affaire. Un constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, les enfants d'environ 7-8 ans, le fameux âge de raison, sont à la fois des enfants qui commencent à avoir l'esprit très structuré, qui savent lire, écrire, a priori, compter, mais qui ont encore plein de curiosité. En fait, c'est par là que nous, on passe pour transmettre des valeurs fondamentales qui sont liées à la fois à l'alimentation, évidemment, à avec quoi on nourrit notre corps, mais aussi l'environnement, les gens autour de soi et le travail en collectif. On tente de répondre à cette problématique qui est très complexe en donnant des solutions très simples qui marchent. Parce que on a vraiment la preuve que ça marche. C'est-à-dire en faisant découvrir aux enfants qu'est-ce qu'un légume et pourquoi finalement comment et pourquoi c'est bon, et en leur faisant faire en fait à la fois la culture des légumes et la transformation culinaire des légumes pour qu'ils aient vraiment cette fierté d'avoir fait eux-mêmes le travail. On est convaincus qu'avec ça, c'est base très simple, on part sur une autre manière de voir l'alimentation et de découvrir le monde et puis de faire des choix alimentaires éclairés plus tard. Ça remonte aussi dans les familles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'histoires comme quoi les parents ont un petit peu changé leurs habitudes alimentaires suite aux ateliers d'école comestible suivis par leurs enfants. Et ça, on est sûr que on est sur le bon chemin. Notre stratégie d'essaimage est assez organique, on va dire. En fait, l'idée, c'est que au final, ça aille partout. Ça touche tous les enfants, surtout les plus démunis, à l'école. L'école est un lieu, normalement, par lequel passent tous les individus, sur le territoire français en tout cas, qu'ils soient plus riches ou moins riches. Et donc ça, c'est déjà d'essayer de toucher tout le monde. Après, la stratégie d'essaimage sur le territoire, on va aller chercher les grandes villes, les régions académiques. On trouve des porteurs de projets qui sont à la fois crédibles et motivés, qui vont eux-mêmes aller convaincre les décideurs politiques, les financeurs et les écoles.
pour mettre en place ces programmes. Et souvent, ça a un effet boule de neige. C'est-à-dire que on va imaginer qu'il y a 2 enseignants qui vont faire le programme dans leur école. Ben, l'année suivante, ça arrive tout le temps, il y en a 4 autres qui veulent aussi le faire. Et la stratégie, elle est aussi, on va dire, par capillarité, parce que finalement, les enseignants vont eux-mêmes prendre les ateliers qui sont fun, qui sont faciles à réaliser aussi, il y a plein de supports, et les faire eux-mêmes et voir les enseigner à leurs collègues pour que ça s'étende dans l'école. Donc c'est assez organique, mais ça dépend vraiment du facteur humain, forcément. Il y en a plusieurs, mais j'ai envie de parler de Anouche, qui est une enseignante à Manosque, qui a découvert, en fait, qui est passionnée par l'alimentation et la nutrition et qui avait décidé de se mettre en pause 1 an pour faire un parcours, un BTS nutrition santé, juste pour son propre enrichissement personnel. Et quand elle a repris l'école, pendant cette période d'études et où elle était en arrêt, elle a découvert l'école comestible qui avait lieu à Marseille et elle a commencé à bénévoler en fait pour les ateliers et à apprendre un petit peu notre méthodo avec nos animateurs sur place. Et quand elle a repris ses classes, elle a décidé de mettre en place elle-même des ateliers dans sa classe. Puis elle s'est dit que c'était pas assez. Elle a demandé à son inspecteur si elle pouvait être déchargée d'un jour pour pouvoir le faire dans d'autres classes de ses collègues. Aujourd'hui, Anouche est à mi-temps, travaille à mi-temps pour l'école comestible et fait des ateliers avec les collègues de toutes les écoles de Manosque. Donc c'est devenu un peu notre super ambassadrice, validée par l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale, sans même s'en rendre compte, finance à 50% son salaire pour l'école comestible. Donc c'est une très très belle histoire et Anouche est vraiment une des enseignantes qui nous a le plus inspiré, motivé, éclairé sur ce chemin. Alors le défi, je crois qu'il est, c'est multiple. Il y en a un que toutes les assos connaissent, c'est le facteur humain. Parfois on rencontre des gens qui font des choses extraordinaires, parfois on rencontre des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et parfois ça se passe pas comme on voudrait, c'est souvent à cause de l'humain. Mais c'est aussi ce qui permet à l'asso d'avancer, donc c'est à la fois un défi, un challenge et un atout. Un défi très concret pour nous, sur l'école, c'est la dissociation qui est faite au sein même de l'école entre les temps de l'école, entre le scolaire et le périscolaire. Nous, on aimerait, idéalement, pouvoir sensibiliser les enfants, les impliquer dans la création des menus, dans le travail avec le chef de la cantine, qu'ils retrouvent en fait des menus, des idées, des plats qu'ils ont à minima conçus, si ce n'est eux-mêmes cuisinés à la cantine, et que toute la communauté éducative participe à ce vaste projet. Concrètement, c'est très difficile à mettre en place parce qu'en fait, c'est souvent des publics des professionnels qui s'opposent presque. Ça ne s'entend pas toujours très très bien entre le scolaire et le périscolaire. C'est différents décideurs. Il y a d'un côté le ministère de l'Éducation nationale, de l'autre côté la commune, la mairie, etc. Parfois, ça ne se parle pas du tout. Et nous, on essaye d'être un petit peu les médiateurs entre ces mondes, mais ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour finalement peu de résultats. Donc ça, je dirais scolaire, périscolaire, la difficulté de faire rentrer le projet au sein de la cantine et que ça ait du sens, c'est un des trucs les plus difficiles, mais on y travaille quand même d'arrache-pied. Oui, parce qu'on est à la fois des animateurs, des porteurs de bonnes paroles, on essaye de régaler, de mettre de la joie et on essaye de faciliter, d'accompagner les enseignants, de pas leur donner trop de travail non plus, puis on est créateur de contenu aussi, enfin oui, effectivement, on est multicasquette à fond et heureusement, je suis pas toute seule, surtout. Je crois que c'est très simple. Nous, on n'a pas trouvé mieux que de faire cuisiner les gens ensemble pour tisser du lien. Ça marche à tous les coups, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. On prend un groupe de gens
quel que soit leur âge, leur génération, leur provenance. On les met ensemble, on les fait cuisiner ensemble, on les assoit ensemble à table avec tout ce qu'ils ont cuisiné. Les gens sont différents à la fin de l'événement, ça c'est sûr. Ça marche en classe, ça marche pour nos événements bénévoles, ça marcherait pour une grande communauté de 300 personnes au milieu d'une rue. On en est absolument convaincus et on n'a pas besoin de grand chose et de grands moyens pour le faire. J'ai entendu parler d'Ashoka au tout début de l'école comestible. Quelqu'un était venu en me disant « Tu as déjà entendu parler de ça, c'est formidable ». Je dis « Mais j'ai regardé, mais c'est pas du tout pour moi, ça. Je suis pas du tout prête mentalement je comprends pas ce que c'est ». J'ai peu à peu compris et je crois qu'une des grandes chances dans le fait d'être fellow, c'est d'être au sein d'une communauté de gens qui sont incroyablement riches d'idées, riches d'envie, d'initiatives, de générosité. Et je pense qu'on bénéficie forcément d'une communauté comme ça, aussi bien, on va dire très simplement, en termes de réseau, d'appui, pas forcément financier, mais de liens, de changement d'échelle aussi, et puis d'une vision en fait vraiment systémique de notre activité qui peut être amplifiée en rencontrant des porteurs de projets sur totalement d'autres domaines. Et je crois que moi, j'ai jamais fini d'apprendre, j'ai toujours soif d'apprendre, et je pense que je peux apprendre énormément des autres, et puis peut-être mettre aussi mon petit grain de sel et mon petit légume dans la sauce. Alors je les connais pas encore beaucoup, j'en connais un ou deux que je connais déjà d'ailleurs, comme Boris Tavernier, fondateur de Vrac, ou Diane des petites cantines, qui sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré déjà par le passé. D'ailleurs quand j'ai vu qu'ils étaient fellows, je me suis dit oh ça a du sens. Après c'est vrai que j'ai pas encore notion de toutes les personnes qui sont là. J'adore l'idée d'être parrainée de quelqu'un de mon secteur Open Food Facts. Et d'apprendre un petit peu lui son vécu, échanger et je pense faire entendre les autres sur les mêmes problématiques que celles qu'on peut avoir, mais qui vont être à un niveau différent d'évolution. Les solutions qu'ils ont trouvées, je crois, voilà, on a toujours à apprendre de personnes qui sont au-delà de soi ou même vraiment dans un autre domaine, quoi. La réponse facile, ce serait voir les enfants manger des légumes. C'est vrai que c'est toujours une joie sans nom de voir un enfant qui, au début de la classe, dit « Oh là là, moi, du fenouil, jamais de la vie, vous me ferez pas manger ça ». Et à la fin, il se régale avec une branche de fenouil qu'il a lui-même découpée, assaisonnée, etc. Mais je crois que ce qui m'apporte le plus de joie, c'est de voir à quel point, en fait, on peut d'éteindre notre propre joie sur tout le monde autour de nous. C'est-à-dire aussi bien les enfants, qui sont bénéficiaires directs de nos actions, mais aussi les enseignants, qui nous disent que depuis qu'il y a l'école comestible dans leur école, ils s'amusent beaucoup plus, et il y a de la joie dans l'école. De mettre voilà, plein de légumes et de plantes dans les écoles, de sentir que les parents s'investissent et sont hyper heureux de faire partie, apprennent des trucs, des recettes, des choses qu'ils peuvent refaire avec leurs enfants, de voir que même nos bénévoles apprennent des choses. C'est aussi, ça me rend très heureuse de voir que ma petite équipe, mes stagiaires, les alternants qui viennent dans notre équipe sont aussi, se mettent à cuisiner des légumes et à en manger plus. C'est des jeunes qui n'ont pas forcément accès non plus. Donc, cette espèce d'engouement général pour un bien manger qui est sain et qui est délicieux, ça me met toujours en joie. C'est pas facile parce qu'on ne trouve pas forcément des bons légumes comme ça et c'est pas toujours très accessible. Mais mon conseil, ce serait de regarder, puis surtout, évidemment, hein, mon conseil pour les jeunes est en lien avec l'alimentation, forcément. De regarder plus sérieusement leur alimentation en se disant attention parce que finalement c'est ce que je mets dans mon corps, c'est ce que je mets aussi dans mon futur du coup. C'est beaucoup plus impactant que une paire de chaussures qu'on va s'acheter. Donc on peut faire des choix
éclairé sur le type d'achat et le type d'action qu'on a. Et en fait, avec l'alimentation qu'on choisit, on peut vraiment changer la donne à la fois pour sa santé et pour son environnement et son futur. Donc j'ai envie de dire, regardez les jeunes, vos leviers d'action, ils sont accessibles, ils sont là. Il suffit de choisir un légume de saison plutôt qu'un truc préemballé et industriel. Et ça ne coûte pas plus cher, il faut juste un peu plus de temps pour le préparer. Et voilà, donc ça c'est mon conseil, c'est vraiment de considérer l'alimentation comme un levier et quelque chose d'important. J'adore cette question. J'adore ces questions parce que quand j'avais 20 ans, je me parlais à moi dans le futur. Donc maintenant, je peux me parler à moi dans le passé. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je crois que je me dirais, crois en toi et sois pas paresseuse. Quand tu vois un truc que tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Fais-le ici et maintenant. N'attends pas, procrastine pas. Mais si ça prend un peu d'effort, eh ben vas-y, mets les efforts qu'il faut. Moi, un regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt, en fait. D'avoir attendu mes 50 ans pour lancer une asso. C'est tard, c'est super tard. J'aurais envie d'avoir encore 100 ans devant moi pour faire un max de trucs. Et je pense que voilà, il faut se lancer dès qu'on a l'idée, dès qu'on a envie, dès qu'on a l'énergie, on y va. On n'attend pas.